On enchaîne avec notre prochain conférencier, qui est le docteur Hugues Longuepée, chef de service géologie chez ArcelorMittal Mines Canada. M. Longuepée détient un baccalauréat en géologie et un doctorat en ressources minérales. Il a été géologue pour diverses compagnies sur des projets en Abitibi, sur la Côte-Nord et en Gaspésie, ainsi que pour la Commission géologique en Ontario. Depuis mai 2011, il est le chef de service géologie chez ArcelorMittal Canada. Il nous présente la particularité des gisements de métataconite nord-côtier. Dr. Longuepée. Merci. Bon, on va finir ça l'avant-midi sur une note un peu plus facile, les gisements de fer étant des gisements relativement simples. Donc, on va passer au travers. Ce qu'on a, surtout s'attaquer aux gisements que ArcelorMittal exploite sur la Côte-Nord. Petite introduction, ArcelorMittal Mines Canada, c'est une filiale d'ArcelorMittal qui est c'est une compagnie, c'est un aciériste, c'est le plus grand aciériste mondial. Avec différentes transactions, il a mis la main sur plusieurs mines, dont la mine du Morite et de Fire Lake que je vais parler, mais on a aussi des participations dans des mines au Mexique, Libéria, Kazakhstan et quelques autres pays. Notre mine principale, c'est celle du Morite. On a une petite mine Fire Lake, qui est une mine saisonnière, mais là, la saison dure 11 mois par année. L'usine de bouletage à Port-Cartier, ainsi qu'un port privé, puis un chemin de fer privé de 420 km qui relie la mine du Morite à Port-Cartier. Comme on a demandé de venir ici, j'étais bien content de venir présenter, mais là, après ça, quand ils m'ont dit le titre de la session, j'ai dit « Ouais, ben là, je vais paraître un beau zozo, là, une nouvelle mine, avec une mine qui est en exploitation depuis 1974. » En fait, ce qui est important de noter, c'est qu'on rentre dans une phase d'expansion majeure qui fait en sorte qu'on a amélioré nos connaissances géologiques de la mine. En 2011, nos réserves et nos ressources, qui n'incluent pas les ressources inférées, on parle de 6 milliards de tonnes pour le Morite et 668 millions de tonnes pour Fire Lake. Notre production annuelle est aux alentours de 16 millions de tonnes de concentré. Quand je parle de l'expansion, on veut augmenter notre production de 50 %, donc pour aller vers une production annuelle à 24 millions de tonnes de concentré. Tout ça en allongeant la vie de la mine. Donc, on avait une mine qui était 16 millions de tonnes. La fin de la vie de la mine était aux alentours de 2020-2025. Là, on rentre dans une expansion pour 24 millions de tonnes, une mine qui va être en fonction jusqu'en 2048. Donc, ce que je vais faire pour la particularité des gisements nord-côtiers, je vais faire certains parallèles avec ce qu'on retrouve dans la fosse du Labrador, les similitudes, mais surtout les différences. Évidemment, je vais m'attaquer surtout aux gisements de Morite et de Fire Lake, regarder un peu leur structure, mais surtout leur géologie. Et ça implique de parler des faciès des métataconites, donc la composition de ces faciès-là, la distribution, puis surtout l'incidence économique que ça peut avoir pour nous, puis aussi pour les autres projets de fer sur la Côte-Nord. Bon, localisation. Morite est situé ici. On n'est pas loin de la limite avec la frontière avec le Labrador. Bon, il y a plusieurs mines de fer en exploitation présentement. Les mines Wabush, Bloom Lake qui est ici. La mine de Fire Lake qui est à peu près à 45 km au sud de la mine de Morite. On a le dépôt du Mont-Reed qui est encore un peu plus au sud, qui nous appartient, il n'y a pas d'exploitation là. Puis l'ancienne mine du lac Janine qui a fermé au début des années 80, qui est ici. Au niveau de la géologie, c'est une vieille carte, mais c'est toujours celle-là qu'on utilise parce que ça donne quand même une vue homogène de la distribution des formations de fer au sud du front du Grenville. Donc, vous avez encore Morite ici, Fire Lake qui est en bas, Mont-Reed, lac Janine sont plus au sud. Vous avez le front du Grenville qui est ici. Donc, on a une limite importante entre la fosse du Labrador qu'on ne voit pas, qui est un faciès métamorphique relativement faible, maximum schiste vert. Ici, on rentre dans l'amphibólite et une légère augmentation du métamorphisme quand on se déplace vers le sud. Donc, on est situé dans la province de Grenville, plus particulièrement dans le terrain de Gagnon, qui représente l'extension sud de la fosse du Labrador, métamorphisme assez élevé. Puis, ce sont des formations de fer du type plaque supérieure, donc des formations sédimentaires qui résultent majoritairement là, de l'événement oxydant du protérozoïque qui a fait en sorte qu'il y a une grande quantité de fer qui a été déposée à ce moment-là.
Si on fait un peu une stratigraphie régionale, donc si on regarde un peu la comparaison des formations de fer puis des lithologies au-dessus et au-dessus dans la fosse du Labrador versus ce qu'on retrouve dans la région Fermont-Wabush puis un peu plus au sud à Gagnon, l'ancienne ville de Gagnon. Bon, c'est quand même assez bien défini. Bon, c'est des sédiments faiblement métamorphisés, donc des quartzites, des dolomites, des grès. Mais quand on passe du côté du Grenville, on est capable encore de faire des liens, mais là, on parle de marbre, on parle de quartzite, de schiste à mica, des grenats, le graphite qui apparaît dans la formation de Neau au-dessus de la formation de fer qui est dans la fosse Le Socoma. Dans notre secteur, sur la Côte-Nord, c'est la formation d'Ouabouche. Donc, on ne rentrera pas dans les détails, mais je vais faire un peu référence aux différentes lithologies. On va voir ce qu'elles ressemblent et bon, leur distribution. La carte de surface du Mont-Wright. Bon, il y a fosse originale du Mont-Wright était ici. Malheureusement, j'ai oublié de mettre les lignes de distribution des fosses. Mais la mine du Mont-Wright a commencé là, fosse du South Hill. Notre fosse principale, qu'on appelle le Paul's Peak, qui est la fosse ici. Une série de petites fosses dans ce secteur-là qu'on appelle le Mont-Survie. Le Mont-Survie, bon, c'est parce que dans les années début 90, où c'est que ça a été un peu plus dur, on s'est déplacé là pour la survie de la mine. Le gisement, bon, il est divisé en sections aux 150 mètres, selon évidemment l'orientation de la formation de fer. Et tout ça, chaque section est forée. Un trou, on essaie de mettre un trou à peu près à 100 mètres d'écart, ce qui nous donne une très bonne connaissance du gisement, même s'il est immense. On parle d'à peu près 1300 trous de forage, 340 000 mètres. De 340 000 mètres de forage-là, le tiers ou un peu moins du tiers a été fait dans les 3 dernières années, justement pour trouver le minerai nécessaire pour l'expansion qu'on a annoncée. Au niveau de la stratigraphie, de la géologie, bon, vous avez ici l'équivalent. Donc, on a la formation de Katsao, qui sont des gneiss à quartz, biotite, feldspath. Faire attention au niveau des couleurs. Ce gneiss-là, c'est celui-ci, mais vous voyez du vert aussi foncé au cœur du gisement. C'est justement, en raffinant notre modèle, on s'est réalisé, on a allumé, ce n'est pas nécessairement le même gneiss. Donc, dans nos modèles géologiques, on le met comme gneiss, mais c'est 2 gneiss complètement différents. On n'a pas le marbre au Mont-Wright, ça je vais en parler un peu plus tard. Ensuite, quand on remonte dans la stratigraphie, on a la quartzite avec un peu de schiste à mica. Ce schiste à mica-là se retrouve aussi en intercalation dans la formation de fer. Et finalement, on a le schiste et le gneiss à graphite vraiment dans le cœur ici. Puis, fameuse amphibolite dont on se pose plusieurs questions depuis le début de la mine. Ça, je vais en parler un peu plus tard. Aujourd'hui, je vais en parler tout de suite. Aujourd'hui, je l'ai mis comme des gabbros, des amphibolites de la formation de Chabot-Gamo, qui sont des intrusions. Mais si vous me reposez la question la semaine prochaine, je vais peut-être dire, finalement, c'est des sédiments métamorphisés. Donc, c'est un dilemme qui dure depuis très longtemps. Et on a beau se poser la question, on ne réussit jamais à trouver l'argument massu pour trancher le débat. Au niveau de la structure, si on regarde quelques sections, donc une section ici au cœur du Paul's Peak, c'est un grand synclinal. Bon, il y a un pli, un petit anticlinal, un petit synclinal qui revient là ici, mais c'est un grand pli avec la formation de fer là, qui est bien continue avec des intercalations de schiste à l'intérieur de ça. Ce que vous voyez, la ligne noire ici, bon, c'est le niveau de l'exploitation en 2011, lorsqu'on a fait notre dernière relevée là, de topographie aéroportée. Bon, c'est un peu plus bas. Puis la mine, avec l'expansion, on va descendre encore plus bas ici. On va venir chercher le matériel jusque-là. L'échelle, pour vous donner une idée, bon, c'est des carrés de 200 mètres par 200 mètres. La fosse finale, dans la partie la plus profonde, qui va être située là, on parle d'une fosse qui va avoir aux alentours de 500 mètres de profondeur. La mine, en tant que telle, la fosse finale, on va avoir une fosse qui va faire à peu près 10 km de longueur par 2 km de largeur. Si on se déplace un peu vers l'est, puis on regarde au Mont-Survie, on a encore ce synclinal-là, mais là, on a une grosse épaisseur d'amphibolite qu'on n'avait pas tantôt, ce qui fait vraiment qu'on a 2 zones minéralisées distinctes. Ici, on a, en forage, on n'a pas été capable de la retrouver. Elle est probablement plus profonde encore. Stratigraphie encore relativement simple, quartzite de formation de fer, amphibolite qui a tendance d'être vers le sommet, ce n'est pas toujours la réalité.
Ce que vous ne voyez pas dans la légende ici, mais que vous voyez là, un petit cœur bleu qui apparaît, c'est qu'on commence à avoir des faciès légèrement différents de la formation de fer. Ça, je vais en parler tantôt, là, qu'on va rentrer vraiment dans la stratigraphie de la formation de fer. Puis, si on se déplace encore vers l'est, bon, le synclinal, l'axe plonge vers l'est, donc on a encore quelque chose de plus profond, puis là, on a notre gneiss à graphite au cœur du synclinal. Si on regarde un peu qu'est-ce que la roche ressemble, photo de roche, ça fait toujours bien dans une conférence qui est supposée d'être de géologie. C'est le gneiss inférieur, donc l'allure variable. Des fois, c'est la gneissosité bien développée, des fois, on dirait qu'il y a des brèches à l'intérieur. Biotite, quartz blend, minéralogie assez simple. Je dirais que l'aspect important, c'est pas ce qu'il y a dans le gneiss, mais c'est ce qu'il n'y a pas. Il n'y a définitivement pas de graphite dans ce gneiss-là, ce qui fait qu'on est à la base de la séquence. Quand on remonte, on tombe dans la quartzite. Bon, un aspect cherteux, surtout quand on le regarde en macroscopique, ça a l'air bien lisse. En forage, là, on commence à voir la limite entre les grains parce que la coupe est plus franche. De temps en temps, on a une texture saccharoïde, surtout dans les zones locales qui sont friables. La quartzite et la formation de fer, même quand on fait des forages, on a des forages qui peuvent aller, dans certains cas, bon, à 900 mètres, mais on a des zones à 300 mètres de profondeur. Ce qu'on sort du tube de forage, c'est du sable. Donc, c'est non consolidé. Donc, c'est vraiment friable. Donc, une texture saccharoïde assez spectaculaire. Massif, finalité, bon, composition quartz, comme une quartzite, évidemment, plus que 95%. On a des traces de muscovite, des traces d'hématite et des traces de magnétite. Le schiste, bon, qui se retrouve soit juste au-dessus de la quartzite, au contact avec la formation de fer, ou bien à l'intérieur du gisement même. Granulométrie fine à moyenne, finalité. Encore une fois, rien d'extraordinaire en fait de minéralogie. De temps en temps, on a de la tourmaline juste pour rendre ça un petit peu excitant, là, des belles petites taches noires sur nos carottes, là, puis on est tous excités. Le gneiss supérieur, donc en surface, on ne le retrouve pas souvent. Donc on a les carottes de forage, là, encore une fois, rien de spectaculaire. Gneissique schisteux. Dans ce cas-là, la présence d'hématite nous indique vraiment qu'on est au sommet de la stratigraphie. Si on regarde au niveau de la formation, bon, ça c'est l'amphibolite. Encore une fois, pas grand-chose à dire. Finalité, parfois elle est massive, un aspect plus gabbroïque. Ici, sur celle-là, on voit des grenats qui apparaissent, surtout proches du contact avec la formation de fer. On a des grenats qui peuvent atteindre 1 cm en grosseur. Ce qui est intéressant, et particulier avec l'amphibolite, c'est souvent au contact avec la formation de fer, elle va être altérée, très fortement altérée. En une roche, bon, sur la mine, on l'appelle le baby shit. Je n'ai pas de photo, mais ça a la couleur, ça a la texture, ça n'a juste pas l'odeur de son nom. Donc, facile à reconnaître. Quand ça sort d'un tube de carotte, l'effet est encore plus frappant. Si on regarde au niveau de la mine de Fire Lake, ici, bon, une série de sections de la mine de Fire Lake. La mine, là, on la voit un peu ici. Là, la fosse serait ici. Ce qui est différent, bon, les couleurs ont changé, mais le marbre, on le retrouve à Fire Lake. Donc, la séquence stratigraphique est plus complète à ce gisement-là. Le marbre, encore une fois, c'est quelque chose qui est facile à reconnaître, une roche blanche avec finalité. Encore une fois, bon, quelques calcosilicates qui résultent évidemment du métamorphisme. Si on regarde maintenant au niveau de la formation de fer en tant que telle, il y a quand même une complexité reliée à ça. C'est dans la fosse du Labrador, bon, ça fait longtemps qu'il y a une stratigraphie qui a été établie, bon, avec des faciès silicate carbonate à la base, teneur en fer inférieure à 30%, avec des carbonates de silicate, oxyde, sulfure à certains endroits. Puis, bon, c'est divisé en fait en 10 unités qu'on est capable de reconnaître à certains endroits. Certaines mines ont la séquence au complet, d'autres ne l'ont pas. Quand on se déplace au sud du Grenville, là, le métamorphisme vient oblitérer un peu cette stratigraphie fine-là, une homogénéisation qui se fait. Donc, on a quelque chose qui ressemble un peu plus à ça. Donc, un faciès carbonate silicate, on parle de grunérite à la base, avec un faciès oxyde central, puis un faciès encore carbonate silicate au sommet. À la mine Scully à Wabush, bon, ils ont réussi à définir quand même une stratigraphie un peu plus fine qui correspond à ça. La correspondance entre cette stratigraphie-là, celle-ci et ce qu'on retrouve au Mont-Wright à Fire Lake, c'est parfois difficile. Parce qu'il faut tenir en compte qu'on est dans un gisement qui est purement sédimentaire à l'origine. Donc, oui, on a une stratigraphie dans le temps, ça change, mais évidemment, l'environnement sédimentaire va changer aussi. Donc, à certains endroits, on n'atteint pas les profondeurs
dans le bassin original pour avoir les conditions, mettons, pour faire de la magnétite, pour faire des carbonates. Donc, ça vient jouer aussi, ça ajoute un peu à la complexité, pour faire des carbonates. Donc, ça vient jouer aussi, ça ajoute un peu à la complexité fine de la formation de fer. Si on regarde, on essaye de faire un lien, ces faciès-là, avec ce qu'on retrouve au Mont-Wright. Le faciès qu'on retrouve le plus souvent et qu'on aime le plus, c'est le faciès à hématite. Granulométrie fine à grossière, litté à massif, en minéralogie relativement simple, de l'hématite, du quartz, des fois des traces de magnétite, des fois des traces de calcosilicate, de muscovite. Bon, je mets de 15% parce que c'est notre teneur de coupure qu'on utilise à la mine. Des fois, ça monte jusqu'à 65%. Donc, ça peut arriver là qu'on a 5 à 10 mètres de forage juste de l'hématite. Donc, on parle 100% hématite, c'est 70% fer, donc quelque chose d'assez spectaculaire. Mais la moyenne est de 32%. Puis encore, dans le même cas, localement friable. Ces zones friables-là, on les retrouve surtout justement où la teneur en hématite est très, très élevée. Donc, on sort les carottes, puis on l'écrase avec notre main, puis c'est juste de la poussière. Ben, même pas de la poussière, c'est des grains d'hématite qui se libèrent. C'est bien le fun. Le deuxième faciès, c'est le faciès à magnétite. Celui-là, la granulométrie est beaucoup plus fine. Il est toujours litté. Magnétite, l'hématite est toujours là. Quartz, décalcosilicate. La teneur similaire, quoique des zones à 66% fer sont beaucoup plus rares dans ce faciès-là. La moyenne est un peu plus élevée, mais il faut faire attention parce que là, on rentre dans des zones où il y a un peu plus de calcosilicate, où il y a un peu plus d'amphibole ferrifère. Puis ce fer-là n'est pas tout récupérable. Donc le 2% d'extra, il n'est pas nécessairement en extra parce qu'en fait, on ne veut pas le ramasser parce qu'on ramasse le fer, mais on ramasse la silice ou le calcium et le magnésium qui est associé à ça. Donc c'est un faciès qui est un peu moins intéressant pour le concentrateur. Puis c'est une roche aussi qui est très dure. Donc au niveau de l'exploitation, le sautage, l'abrasion au niveau des foreuses de production, ça peut poser problème si on en rencontre trop souvent. Le faciès silicate, faciès intéressant, mais qu'on n'aime pas, qu'on n'aime vraiment pas. Granulométrie grossière, tacheté, litté. Pas beaucoup d'affleurement de ça proche de la mine. Un peu plus loin, on trouve des zones vraiment bien littées, plus à l'est sur d'autres propriétés. Là, il y a des tests qui ont été faits anciennement. Donc, beaucoup d'amphibole. De la grunérite, de la hornblende, magnétite, quartz. Presque pas d'hématite dans ce faciès-là. Ce que vous voyez ici, c'est des gros cristaux, je pense que ce qui est de la hornblende. Il y a probablement un peu de grunérite mélangé à ça, avec une auréole de magnétite. Les teneurs, un peu plus faibles, la moyenne est élevée, mais c'est du fer qui est tout dans les silicates, on ne veut pas ça. Puis ici, la faciès à silicate médiane, c'est une roche qui est très peu photogénique. Donc, je vous ai substitué en douce la même photo qu'au début et je vous demande d'imaginer 5 à 10% d'actinolite trémolite, puis vous savez à quoi ça ressemble. Ce faciès-là est moins problématique. L'actinolite trémolite, on semble pouvoir l'éliminer au concentrateur, mais on cherche quand même à mieux comprendre avant de s'enligner dans ces zones-là, la tête baissée. Donc, si on regarde, là je vous ai montré les faciès, si on regarde un peu la distribution de tout ça sur la mine, le Mont-Wright du côté ouest, le Pulse Peak, mon interprétation, c'est qu'on tombe dans des zones qui est théoriquement la plus riche. On n'a vraiment pas les silicates inférieurs, on ne retrouve pas ça. Puis, il n'y a pas de surface d'érosion marquée. T'sais, on pourrait dire, c'était là, mais ça a été érodé. Entre la quartzite puis la formation de fer, il n'y a pas d'évidence d'érosion, rien. Donc, c'était probablement un environnement sédimentaire plus proximal dans le bassin qui nous permettait d'avoir vraiment un faciès riche en hématite avec très peu d'autres choses. Puis même le manganèse ici, dans la fosse qu'on retrouve à ce moment-là, on ne le retrouve pas dans la fosse du Pulse Peak. La partie plus centrale, sur le mont Survie, là, on a des anomalies en manganèse. Puis, on a probablement quelque chose qui ressemble plus à ça avec des zones moins riches dans le centre. Finalement, du côté ouest, là, on a le faciès basal qui est là avec de la formation de fer. Puis, on remonte peut-être un petit peu plus haut pour venir chercher les calcosilicates ici. Donc, on a une séquence, dépendant où on est sur la mine, qui varie. Puis ça, on ne le voyait pas au début parce qu'on se concentrait en exploitation qui était surtout Pulse Peak, un peu
au Mont-Survie. Là, plus on se déplace vers l'est, évidemment, la formation de fer est visible en surface. C'est ce qu'on veut aller chercher, mais là, on réalise en faisant des travaux qu'on s'enligne dans des zones qui est moins intéressantes. Juste en parallèle, Fire Lake, super beau minerai, pas de magnétite, les teneurs très hautes, pas de manganèse, pas de calcosilicate. Donc, c'est un équivalent un peu du Pulse Peak. On est ici. Puis, sur l'autre propriété que je parlais du Mont Reed, là, on a une séquence qui est probablement plus complète, anomalie en manganèse inclus. Et cette anomalie en manganèse-là, on la voit très bien. Vous avez tous reconnu la rhodonite en rose sur la photo. C'est merveilleux. Donc, un pyroxène de manganèse. Heureusement, il est limité à une zone. Ça nous sert de marqueur. Donc, on est capable un peu on va être capable de le modéliser éventuellement dans nos calculs de réserve à ce moment-là. Donc, gisement qui est quand même assez haut. Malheureusement, il est haut manganèse. C'est un gisement qu'on va faire plus attention. Mais la séquence stratigraphique, elle est complète dans ce secteur-là. Pourquoi, au niveau, si on revient au Mont Reid, puis on fait un peu la distribution des faciès, bon, j'ai mis les proportions approximatives, là, on y va avec les discussions entre géologues, puis de ce qu'on connaît. Ça ressemble à des choses comme ça. Donc, vous avez une partie qui est riche en hématite avec un petit peu de magnétite. Même rendu ici, la magnétite est très peu élevée, mais quand vous vous déplacez, vous voyez que l'hématite descend, la magnétite monte et les silicates montent. Donc, on a vraiment... Quand on regarde pour des exploitations, des expansions subséquentes dans ce secteur-là, on sait qu'il faut faire attention parce qu'on rentre dans une minéralogie plus complexe. Puis ça découle, ce qu'on pense vraiment, du bassin original. Donc, on est capable de tracer quand même certaines lignes qui nous disent qu'on avait un approfondissement du bassin protérozoïque dans ce sens-là. Puis la minéralogie reflète la minéralogie probablement originale avec des zones plus riches en hématite dans les parties moins profondes, avec des silicates, des carbonates, puis un accroissement de la magnétite en s'approfondissant dans le bassin. Donc, on le voit, malgré le métamorphisme, malgré la déformation, on voit encore cette tendance générale-là. Puis là, ça va nous permettre de contrôler un peu, là, au moins de cibler notre exploitation. Heureusement, le gros de notre exploitation pour l'expansion, c'est toute cette zone-ci encore, la zone qui est riche en hématite. Le détail, pourquoi je vous tanne avec les faciès depuis tantôt, en fait, c'est la récupération du faible. La récupération du fer est vraiment contrôlée par ça. On a concentré, on l'obtient par un processus simple de gravité. Il n'y a aucun traitement chimique, rien. C'est de l'eau qui coule dans des spirales avec le grain de fer qui descend. J'aime toujours mettre des exemples pour être sûr qu'on comprend bien l'implication de tout ça. Si on regarde, mettons qu'on a une formation de fer à 20 Fe2O3, mais que c'est juste de l'hématite et du quartz, c'est 100 du fer récupérable. Donc, au bout, le concentré va être 70 fer. Le 30 qui reste, c'est de l'oxygène. Si je vous arrive avec une formation de fer à 55,7 fer, mais que c'est juste de la grunérite, ce fer-là, il n'est pas récupérable. On va avoir un concentré à 40 fer, mais il va avoir toutes les cochonneries associées avec ça. Donc, il faut faire attention à la teneur en fer qu'on retrouve. Il ne faut pas nécessairement se fier uniquement sur l'analyse chimique des rôles fer et beau. Il faut connaître notre minéralogie. La teneur en magnétite va déterminer en partie le procédé. Donc, si on est dans une zone en magnétite, il y a des séparateurs magnétiques qu'il faut rajouter. Puis, le faciès silicaté, au-delà des silicates de fer, contient beaucoup d'autres indésirables, les calcosilicates et tout ça. Donc, l'expansion, tout ça, c'est quelque chose qui est connu de façon générale, mais je dirais que pour le Mont Reid, c'est quelque chose qu'on a ciblé, qu'on a mieux compris justement en regardant cette expansion-là majeure. Dernier point, rapidement, je vais mentionner juste au niveau des gisements nord-côtiers de façon générale. Leur avantage, c'est le métamorphisme. Oui, on induit des minéraux un peu... Bon, c'est quand même pas excentrique, on s'entend, là, mais on change de minéralogie, mais tout ça, ça permet quand même de bonifier les gisements. Le métamorphisme induit une augmentation de la granulométrie. C'est un gain d'efficacité au broyage. Donc, la granulométrie est plus grossière. On n'a pas besoin de broyer autant pour libérer les minéraux qu'on désire. Puis aussi, ça permet une meilleure ségrégation des sédiments plutôt qu'avoir quelque chose qui est fin avec des petits grains contaminants partout. Une ségrégation métamorphique qui se fait. Donc, c'est plus facile de les éliminer, c'est plus facile de les cibler. Tout ça, encore une fois, une comparaison, ça permet de faire un concentré de haute qualité.
Puis ce qui est un avantage, si on compare, mettons, avec le Brésil, où c'est presque du direct shipping, de l'appel au bateau. Nous autres, on est dans le nord, il y a du concentré, chemin de fer et tout ça. Un concentré brésilien, j'en prends un juste comme ça, la teneur en aluminium est d'1,4 %. Nous autres, à cause de la granulométrie, à cause de tous les éléments reliés au métamorphique, on est capable de faire un concentré à 0,3 % aluminium, ce que les aciéries aiment bien gros. Fait que c'est ça la particularité des gisements nord-côtiers. Merci à toute l'équipe géologie du Bureau de Montréal, l'expérience, la jeunesse. Puis j'ai mis Yves Beauchamp là, c'est notre ingénieur minier. Je ne voulais pas qu'il se sente tout seul en tant qu'exclu de la liste. Fait que je l'ai mis là. Merci. Merci, Dr. Longuepée. On aura le temps pour une courte question, si quelqu'un. Juste rapidement, au niveau analytique, qu'est-ce que vous faites là, pour départager départager où vous voulez faire OK. Au niveau d'analyse, on fait affaire avec le Corem ici. Donc, on envoie nos échantillons de carottes de longueur de 6 mètres. On analyse la souche, donc la carotte en tant que telle. Ensuite, on fait du broyage, on isole des classes granulométriques. Puis chaque classe granulométrique, les fines, c'est en plus petit que 150, qui passe dans le 150 mailles. Ce qui est en haut, il y a des liquides lourds qui sont faits là-dessus, avec un liquide lourd à 2,95 qui représente l'équivalent qui simule le concentrateur. Fait qu'on a l'analyse de la souche et l'analyse des rejets, qui est le léger, et l'analyse des minéraux lourds, donc ce qu'on récupère au concentrateur. Donc, on fait une simulation métallurgique qui nous permet de dire, oui, ce concentré-là, il est bon ou non, on a des problèmes en titane ou en d'autres choses. Ça, c'est pour la ressource, pour déterminer la réserve elle-même. Oui. Oui, on le fait pour chaque carotte, chaque zone. Je dirais que présentement, la différence entre inféré et le indiqué, tout ça, c'est juste la densité de forage, parce qu'on a des analyses au complet partout, puis qu'on fait nos calculs de réserve, là, ça, c'est inclus là-dedans. Merci beaucoup encore. Et puis, j'invite tout le monde à revenir à 13h30. Si vous avez des questions, il y a possibilité de le faire par la suite.